troisième, c'est le numéro 3 de notre talk format. Bienvenue à tous. Bienvenue chez nous, étant donné la petite mise en scène qu'on a mise évidemment à dessein, étant donné le sujet du jour. Vous le savez, pour certains, le concept du talk, ce talk, c'est 1 heure à midi, chaque mois, un thème autour de la télévision et des formats, et un invité. On va aussi, c'est l'occasion aussi de parler, de vous présenter les outils qu'on met à disposition de nos adhérents à la fabrique, mais pas que, puisque vous êtes certains d'entre vous sont adhérents, mais il y a aussi des néophytes sur le sujet de l'audiovisuel, évidemment, qui s'intéressent à l'audiovisuel, mais qui ne connaissent pas trop, et puis aussi des experts de l'audiovisuel parmi vous, et qui ne connaissaient pas forcément la fabrique des formats. Donc, c'est aussi l'occasion de vous dire bonjour, et aussi voilà, que vous en appreniez un peu plus sur la fabrique des formats. Alors, je le disais, un thème, un invité. Le thème du jour, on va parler du factual, le factual entertainment. On va revenir sur la définition. Je ne peux pas me garer, en fait. Je peux pas me garer. Alors, je vais me garer. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Effectivement. Okay. Donc, je disais, le factual entertainment, on va revenir sur la définition, mais aussi sur des productions très concrètes, celle de notre invité. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Laetitia Lamic avec nous. Bonjour à toi, Laetitia. Qui nous fait l'honneur d'être notre invité du jour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Laetitia, je propose juste de revenir sur un petit peu le menu du jour de ce talk où on va fonctionner en 3 temps. Un premier temps introductif, on va présenter donc la fabrique et notre invité. Deuxième temps dédié à nos questions avec Arnaud, qu'on a un petit peu préparé autour de ce thème du factual entertainment. On va revenir justement sur les différences et sur évidemment les productions de Laetitia, en tout cas de Coyote Conseil. Et puis, troisième temps, qui sera votre temps, 15 minutes dédié à vos questions si vous en aviez. Voilà, sinon avec Arnaud, on en a pas mal. Voilà pour ce menu. Ça fait très introduction de débat présidentiel, je vous rassure, on va pas parler d'actualité politique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je passe tout de suite la parole à Arnaud sur les éléments de présentation de la fabrique et puis ce qu'on met en place. Merci Laïs. Alors très rapidement, donc, pour ceux qui ne savent pas encore, donc, la fabrique des formats, c'est un accélérateur de formats audiovisuels numériques qui se spécialise dans l'accompagnement et l'expertise de projets pour vraiment créer des vraies marques françaises qui s'exportent à l'international avec des vraies adaptations. Donc c'est vraiment notre combat quotidien. Et de voir aussi le fait que dans le contexte actuel, on a beaucoup de formats qui sont importés de l'étranger. Et l'objectif, c'est à la fois effectivement de valoriser des adaptations avec des belles adaptations françaises, mais aussi en amont, pouvoir à l'inverse aussi créer vraiment des vraies créations à l'international. Donc aujourd'hui, on est composé de 5 membres, 5 agents secrets de la création française de formats, donc avec Philippe et Fiona, Philippe qui était le président fondateur et Fiona Bélier, qui est la directrice générale. Moi et Laïs, on est plus du côté de la formation et de la veille et des partenariats pour vraiment tisser des liens avec l'ensemble de l'écosystème du secteur audiovisuel pour promouvoir vraiment le terme de format et de sa logique industrielle auprès de toutes les branches professionnelles. Et on est aussi accompagné de Andrea Dos Santos, donc, qui est aussi alternante chez nous et qui travaille sur les sujets de communication et de partenariat également. Très rapidement, donc nos services se déclinent en 4 points. Le premier, c'est effectivement, on a un fonds d'investissement qui aide donc les producteurs et toute personne qui veut porter son projet pour aider à financer à hauteur de 50% de la production d'un pilote ou de 2 premiers épisodes. Ça dépend des situations. On traite à la fois la fiction, le documentaire, le jeu, le divertissement, en tout cas tout ce qui a une potentialité format qui peut vraiment être reproductible d'épisode en épisode, de saison en saison et qui peut vraiment s'adapter localement à l'international. Mais on a aussi 3 autres services, donc notamment de veille, où on essaie beaucoup de s'intéresser à ce qui se fait dans le secteur du visuel, à la fois des nouveaux entrants, des acteurs émergents, des études de marché, mais aussi principalement quelles sont les tendances de format qui émergent j'allais dire tous les 6 mois, parce que c'est des tendances qui se renouvellent assez régulièrement. Chaque année, on produit une étude d'ailleurs qui va sortir dans quelques jours, une étude sur la création française de format, avec plusieurs baromètres aussi sur l'état de la distribution française. C'est un peu le nouvel axe qu'on a tracé aujourd'hui, cette année, pour vraiment montrer que il y a une vraie dynamique en France en termes d'exportation de création française à l'international. Il était intéressant de voir quels étaient les formats qui étaient le plus exportés en 2021, mais aussi quels ont été les distributeurs qui ont porté ces créations, pour que justement ça donne des éléments de repère à tous les porteurs de projets qui veulent vraiment se lancer dans le format. En parallèle de ça, on a aussi tout un catalogue de formation initiale et continue. Donc, on est en partenariat avec des universités et des écoles
pour aider des jeunes étudiants à vraiment incuber des projets, à les accompagner à d'autres stades du développement, de la production et aussi voilà, de la mise à l'antenne de formats et dans la distribution. On forme aussi les professionnels à d'autres métiers. Certains d'entre nous, effectivement, ont participé à quelques formations, j'en reconnais quelques-uns, mais on forme notamment sur le pitch, sur l'écriture, le développement, sur la distribution. Et on a ouvert un dernier volet aussi récemment sur l'éco-production et l'éco-management, où on va essayer de mettre en place donc, une formation qui est certifiante et reconnue par la branche professionnelle sur comment vraiment éco-responsabiliser à la fois l'écriture, le développement, comment éco-produire aussi et comment créer des vraies campagnes d'impact derrière pour promouvoir son format, mais dans des logiques vraiment de presque neutralité carbone. En tout cas, c'est ce vers quoi il faut qu'on tende et ça va devenir des objectifs définis dans les années à venir. Et enfin, un dernier volet sur l'accompagnement et l'expertise, où en fonction des besoins de chacun, s'il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de veille sur les acteurs, est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement auprès d'experts sur certaines parties de la création que chaque porteur de projet peut avoir pour vraiment avoir quelque chose de plus construit, notamment sur le plan juridique, financier, ou sur des recherches de partenariats, etc. Et on vous a mis quelques exemples de créations qu'on a soutenues. Donc, on a un des formats qui a été produit et soutenu, enfin, créé aussi en partie par Laetitia Lamy, qui s'appelle « À vous de trouver le coupable », qui avait été diffusé sur France 3 en 2020. Très, très rapidement aussi, la Fabrique des formats, donc, qui est assez impliquée sur les enjeux du format et sur la promotion. Et donc, on a créé une alliance avec tous les membres que vous voyez, donc la SAGE, la SCAM, le SPECT, le CEPA, etc., pour vraiment créer une structure politique qui fasse du lobbying auprès des pouvoirs publics pour vraiment engager la notion de format et que dans les ICC, ce soit vraiment reconnu et qu'il y ait un fléchage d'investissement sur la formation, sur les compétences de demain, les talents, les contenus et les entreprises qui les accompagnent. Voilà, j'en ai terminé pour les services et du coup, Laetitia, je vous laisse la parole pour le sujet du jour sur le factual. Voilà, exactement. Revenons sur le vif de notre sujet, un thème, voire un terme très exactement, celui de factual, qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler aussi de factual entertainment. On va revenir sur les définitions, je le disais à l'instant. On va en fait fonctionner en deux temps. D'abord, revenir sur le genre lui-même, qui nous vient donc tout droit d'Angleterre, du Royaume-Uni pour être plus large, avec des termes français qui existent aussi pour désigner le genre. On parle de docu-réalité. On va revenir aussi sur ces termes de télévision du réel. Et puis, sur son aspect aussi hybride, ses particularités, donc dans un premier temps. Et puis, ensuite, on va enchaîner avec Arnaud sur des questions. Là, c'est un premier temps de questions, on va dire, slash constat qu'on partage et qu'on a pu partager ensemble avec Laetitia en préparant cette rencontre. Et puis ensuite, donc, les questions qu'on posera à Laetitia seront plus liées évidemment à des exemples concrets, celles qu'elle connaît évidemment, les marques à succès comme Bienvenue chez nous, que vous connaissez aussi tous. Voilà, alors, je n'ai pas réussi à mettre le logo à l'endroit, mais vous l'avez compris, c'est ce fameux factual de Daytime, plus exactement d'Access, qui est passé sur TF1 pendant longtemps. Et puis, on va revenir aussi sur Tattoo Cover, autre adaptation de Coyote Conseil, mais aussi sur Dating with Dogs, une création qui va bientôt arriver, futur succès, on l'espère, voilà, dans le déroulé de nos questions. Mais justement, Laetitia, avant de commencer, peut-être notre invité, donc je le disais, DGA de Coyote Conseil depuis 20 ans, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous et d'essayer de partager avec vous au mieux mon expérience au sein de Coyote dans le factuel et dans le factuel entertainment. J'ai commencé à travailler chez Coyote il y a 20 ans maintenant, donc plutôt sur des programmes, pas du tout des programmes de factuel, justement, plutôt des programmes de divertissement. Des divertissements, des jeux, des comedy games, des grands primes pour TF1. Je travaillais au service du développement, voilà, j'étais chef de projet et mon boulot était donc de repérer, écrire, conceptualiser des projets d'émissions pour aller les vendre aux diffuseurs. Et puis, je me suis au bout de quelques années aussi pas mal intéressée et ouverte au marché international. Donc, il y a 20 ans, donc début des années 2000, effectivement. Du coup, et voilà. Et ensuite, j'ai dirigé pendant de nombreuses années le développement de Coyote ainsi que les acquisitions de formats. Donc,
on a toujours travaillé chez Coyote sur de la création originale française avec des auteurs. Et puis, on s'est intéressé petit à petit, et aussi parce qu'il y avait un vrai engouement de la part des diffuseurs pour les marques internationales, pour les blockbusters et pour les formats qui avaient déjà fait leurs preuves. On a comme ça, voilà, j'ai été en charge de repérer les formats étrangers qui pouvaient qui pouvaient être adaptés en France et qui pouvaient voilà, potentiellement devenir des succès sur le territoire français. Voilà, donc ça a été une grande aventure qui a commencé avec Bienvenue chez nous en 2009-2010, voilà, et qui a duré 10 ans. On a produit plus de 1000 épisodes, donc voilà, c'était un gros succès. Voilà. Et c'est vrai que je vais y revenir tout à l'heure, mais j'ai essayé de réfléchir peut-être avec le plus simplement possible à la différence entre factual et factual entertainment. Chez Coyote, on a plutôt fait du factual entertainment, c'est-à-dire des séries doc, mais avec une mécanique et qui empruntent des codes à d'autres genres, au genre du divertissement ou au genre du jeu. Donc, en tout cas, voilà, avec une mécanique, des points, une compétition, une élimination, etc. Donc, ça, c'est ça qui, pour moi, définit le factual entertainment. C'est vraiment quand on vient ajouter à la réalité des codes de jeu ou de divertissement, alors que le factuel, pour moi, on est vraiment dans la réalité qu'on va mettre en scène. Voilà, c'est ce qui est un peu pour moi la différence. Le factuel, c'est un genre très large. C'est du documentaire parce qu'il raconte la réalité. Il s'intéresse quand même principalement, le factuel, à des métiers. Très souvent à des métiers, à des univers qui suscitent la curiosité, qui sont portés par des personnalités fortes et des métiers qui ont eux-mêmes des codes forts. Des métiers à risque ou des métiers qui suscitent la curiosité, comme les tatoueurs ou des commerces particuliers ou la médecine, ou les pompiers, la police, etc. Et d'ailleurs, il y a souvent dans ces programmes de factuel un peu une touche de fiction. Nous, on a produit ces dernières années des programmes donc, de factuel et de factual entertainment. Dans le factuel, je mettrais un programme comme Emergency Call, qui s'appelait Allô les secours, qu'on a produit pour C8, ou Animaux à adopter, qui est une marque qu'on produit aussi depuis 4 ans maintenant, et qui est une série qui fonctionne très bien. Ce sont pour moi des programmes à l'instar de programmes étrangers comme Pawn Stars ou comme Miami Inc. ou même comme l'agence aujourd'hui, où on va suivre le quotidien de gens, le quotidien de familles, mais avec des codes de narration qui vont varier du documentaire classique. Donc, ce sont souvent des séries qui empruntent des codes au feuilleton, parce qu'il y a des personnages récurrents, parce qu'il y a des intrigues, soit qui vont se développer et se suivre sur plusieurs épisodes, soit qui vont être plus courtes et bouclées au sein d'un même épisode. Et à ce sujet, je voulais vous parler d'une anecdote en fait, qui, moi, m'a marquée il y a maintenant une douzaine d'années. J'avais la chance d'avoir assisté aux États-Unis à la présentation, je ne sais pas si vous connaissez le format qui s'appelle Pawn Stars, donc, qui est la vie d'une boutique de prêt sur gage à Las Vegas. Et en fait, ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant, c'est que le producteur de ce format était venu raconter et montrer 2 trailers, 2 bandes annonces qu'il avait faites. Une première, donc il s'agissait de la même boutique. Il avait voulu vendre à un diffuseur le quotidien de cette boutique, donc il a fait un premier trailer où il est allé filmer dans cette boutique. Il a fait le tour des diffuseurs, il n'a pas réussi à vendre son idée. Et puis, il a fait un deuxième trailer avec la même boutique, les mêmes personnages, sauf que dans sa manière de raconter cette histoire et de la mettre, il l'a vraiment mis en scène avec des codes de fiction. Donc voilà, donc il a continué, il a suivi la réalité de ce qui se passait dans la boutique, les transactions, la vie des employés entre eux, mais il avait cette boutique qui lui servait d'arène. Il a un peu
on va dire, mis en scène différemment ses employés, qui étaient donc les personnages récurrents de sa série. Il a un peu sélectionné différemment les employés qu'il avait envie de mettre en avant, les intrigues qui étaient liées à l'arrivée des clients, etc. Et il en a fait un deuxième trailer et il l'a vendu. Et d'un coup, il a suscité l'intérêt des diffuseurs, finalement avec la même histoire, mais racontée un peu différemment. Et voilà, pour moi, ce qui m'avait frappé, c'est ça, c'est cette mise en scène de la réalité, sans la travestir, mais en tout cas en la filmant autrement, et puis en essayant d'être un peu bigger than life dans le lieu, dans le traitement des personnages et dans le traitement des histoires qui s'y passent, donc en insérant des enjeux dans la manière dont c'est raconté, etc. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment ce qui est du factuel. Donc en France, c'est ce que fait aujourd'hui très bien un programme comme l'Agence, par exemple, ce que nous on fait sur C8 avec les animaux. Donc voilà, on filme la réalité, on s'intéresse à un univers, mais il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'enjeux autres que les enjeux naturels qui sont liés au métier ou qui sont liés, oui, à la vie du commerce qu'on va filmer ou de l'association, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ou de cette famille d'agents immobiliers. Écoute, je crois qu'on est déjà un petit peu rentré dans le vif du sujet. Excusez-moi, il faut m'arrêter. Excusez-moi. Non, mais si, au contraire, du coup, c'est c'est très bien. Parce que du coup, notre partie 1, qui était effectivement notre première question d'Arnaud, qui était effectivement cette définition du factual, on a effectivement ta définition de manière très, très précise avec ces superbes exemples. Effectivement, on a bien cette différenciation entre le documentaire, tu le disais à un instant, et puis le docu-réalité factual, à quel point en fait ça change le tout de mettre en scène la réalité. Donc on a bien en tête ces éléments. Peut-être si Arnaud, tu avais des précisions à… Oui, très rapidement. Enfin, je ne vais pas revenir sur le constat parce que effectivement, Laetitia, tu l'as vraiment bien dépouillé. C'est la question qu'on voulait mettre, c'était effectivement en termes de factuel en tant que téléspectateur, on l'entend pas du tout tel quel. On parle plutôt de docu-réalité, de ces réalités, donc enfin de télé-réalité. Ça, c'est la notion un peu extrême du terme de factual. Donc là, oui, la question que je voulais juste te poser pour vraiment qu'on comprenne un peu les contours de ce genre. La télé-réalité, tu l'inclus pas forcément dans le factual. Non, et après, voilà, très sincèrement, moi, c'est un genre que je connais moins parce que c'est un genre qu'on n'a pas produit chez Coyote. Donc, il y a encore des codes qui sont très différents et que moi, je ne maîtrise pas. Mais pour moi, on est quand même un degré au-dessus, justement, dans la mise en scène. Et on s'éloigne vraiment de la réalité, pour le coup. Et donc, du coup, le factual, vraiment, l'essence même en termes de définition, c'est vraiment de retranscrire une réalité sans trop la travestir, sans trop la scripter à l'avance, quoi. Sans la scripter du tout. Enfin, juste, en fait, voilà, on prévoit des séquences, mais en fait, en tout cas, là, je parle du factuel, pas du factuel entertainment. Le factuel, encore une fois, si je mets en avant Animaux à adopter, par exemple, voilà, on prévoit des séquences, mais voilà, on arrive le matin dans le refuge de la SPA. Alors, on a un lieu unique qu'on connaît, qui est notre arène. On a des personnages récurrents qui sont les gens qui y travaillent et qu'on a déjà identifiés, qui sont identifiés par le téléspectateur. Et après, en fait, la matière, elle arrive, ou pas d'ailleurs, mais parce que voilà, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a le personnel qui travaille dans le refuge, qui sont les gens qu'on va suivre et dont on va suivre le travail au quotidien, que ce soit celui des vétos, des soignants, etc. Il y a différents métiers, mais après, on va s'appuyer sur la réalité d'une famille qui va venir un samedi parce qu'elle est à la recherche d'un nouvel animal de compagnie pour la famille, et puis on va s'intéresser à son histoire. Donc, c'est en ça où, voilà, pour moi, on suit la réalité et c'est ce qui se passe réellement quand nos caméras ne sont pas là. En vrai, il se passe la même chose, en fait, dans le refuge. Nous, on essaie d'être là le samedi, puisque c'est le samedi que c'est pendant le week-end, on est là le week-end, parce que c'est là que les familles viennent. Mais ce qui se passe au sein de ces refuges, dans les adoptions d'animaux par des familles, ça se passe aussi quand on n'est pas là. Voilà. J'ai en tête aussi Family XXL, par exemple, aujourd'hui diffusé sur TF1, où il y a, voilà, on rentre dans l'intimité de la famille.
Et justement, ça nous permet peut-être de faire une transition. Maintenant, on a bien vu un peu le factual. Question sur le factual entertainment plus particulièrement. Alors, on a compris, c'est un genre un peu hybride du coup, ne serait-ce que factual entertainment. Et on comprend qu'il y a deux choses, cet esprit un peu documentaire, télé-réalité, enfin pas télé-réalité, pardon, documentaire plutôt. Et cet autre aspect du coup, entertainment, divertir, peut-être mettre voilà, des éléments de jeu et de mécanique. Alors, la question est la suivante. Cette hybridité, quelle plus-value tu vois à cette hybridité? Est-ce que par rapport au jeu, par exemple, la plus-value, ce serait qu'il y ait un esprit de fiction, comme tu le disais à l'instant? Par rapport au documentaire, eh bien, c'est justement cet aspect où on rentre peut-être plus dans l'intimité et le quotidien des gens, parce que souvent les documentaires, tels qu'on imagine un documentaire, c'est quelque chose d'assez universel, voire historique. Et là, en fait, on rentre dans du documentaire du quotidien d'une certaine manière. Et par rapport à la fiction, justement, cette dimension de jeu qu'il y aurait en plus, est-ce que c'est bien ça, les plus-values, je dirais, c'est une espèce de genre qui réunit plein de points positifs des autres genres qu'on citait, fiction, jeu et documentaire. Oui, bien sûr. Enfin, c'est évidemment un genre qui est très riche, qui est très intéressant, qui a donné lieu, enfin, là, il y en a pas mal d'exemples là que vous mettez à l'antenne, qui donnent lieu quand même à des productions et à des formats très différents les uns des autres. Parce qu'effectivement, certains ont une mécanique de jeu ou de compétition, d'autres ont plutôt un twist, d'autres ont des codes de fiction. Enfin, ce que je trouve moi, assez intéressant. Et en fait, j'aimerais pour moi revenir sur ce genre avec un des tout premiers formats en fait au début des années 2000 de factual entertainment, donc qui nous vient d'Angleterre, qui est effectivement vraiment le pays dans lequel il y a plus de factual entertainment qui ont été développés, en fait, qui est White Swap, qui en a échangé nos mamans, qui a d'ailleurs existé en France il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2004 le premier épisode, donc c'était vraiment il y a longtemps. Et pour moi, c'est un des premiers formats du genre en France et qui le définit assez bien, c'est qu'en fait, on va insérer un twist dans la réalité d'une situation. En fait, on va insérer quelque chose qui n'est pas commun. Donc voilà, le documentaire, on pourrait très bien avoir un documentaire qui suivrait les modes d'éducation particuliers d'une famille. Bah là, en fait, on va changer la donne puisqu'on va permuter ces familles et du coup, on va créer des réactions inattendues. Et en fait, le fait d'avoir modifié les règles du jeu, on va dire, puisqu'on échange ces mamans, en fait, on a finalement, on provoque une situation, par une situation extérieure et un élément extérieur, on va provoquer une situation nouvelle, des comportements nouveaux. Donc, ça, pour moi, voilà, c'était un des premiers, c'est-à-dire que voilà, on va insérer dans ce qui pourrait être un documentaire sur le mode d'éducation d'une famille, et ben voilà, on va insérer un twist. On peut aussi, je vois tout à l'heure, je crois que vous parliez de Super Nanny, alors là, c'est encore du factual entertainment, mais avec un genre différent, qui est plutôt celui du coaching, où on va aller... on va faire rentrer un personnage qui est un personnage qui est un expert, qui a un savoir-faire particulier et qui va venir aider des gens à régler une situation. Donc, c'est encore un autre genre de factual entertainment, c'est celui du coaching. Moi, ce que je trouvais aussi intéressant et qui est vraiment un phénomène et qui est un précurseur aussi en France du factual entertainment, évidemment, c'est le dîner presque parfait. M6 a lancé en quotidienne et qui a vraiment révolutionné le genre. Il faut se remettre à cette époque-là en access sur les chaînes, sur les grandes chaînes. Ce qui marche, c'est le jeu. Enfin, TF1 et France Télévisions font voilà, il y a des jeux très forts. Voilà, il y a Une famille en or, il y a L'Arc de Fortune. Enfin, en tout cas, il y a des jeux des revival des années 90, mais et M6, donc il y a des gros moyens, des mécaniques très fortes, des jeux quotidiens, etc. Et puis M6 lance une écriture qui est à l'époque complètement nouvelle en fait, mais avec aussi des codes de jeu, mais des codes de jeu dans lesquels on est chez les gens. Donc il y a un mélange entre la réalité du quotidien de gens et quelque chose de très universel à cuisiner chez soi, à se recevoir les uns les autres, etc. Donc, qui est quand même une situation du quotidien de cuisiner et recevoir des gens chez soi et critiquer la façon dont on a été reçu. Bon, c'est quand même quelque chose qui est assez universel et familier. Donc, il y a quelque chose de très réel dans cette situation. Et puis, d'un coup, on y apporte des codes de jeu. On se note, il y a une compète, il y a le gagnant d'une cagnotte. Enfin,
Et en fait, cette narration qui avait voilà, à la fois de la découverte du quotidien des gens et de personnages de lambda et des codes de jeu, voilà, ça a révolutionné le genre et très vite, les 30% ou 40% de ménagères qui regardaient TF1 se sont mis à regarder M6, quoi. Et c'est ce que tu nous disais en préparant là, ce rendez-vous, c'est qu'en fait, le factual est arrivé quelque part en France via le factual entertainment, parce qu'il y avait cette dynamique de jeu. Donc, c'est l'arrivée du factual entertainment au UK. Après, parce que j'ai cru comprendre que le factual, c'était quelque chose de très commun, et juste le factual documentaire au UK. Puis après, du coup, ils ont créé ce fameux format de Wife Swap, qui a été le premier, Enfin, ils qui ont a permis ce twist. hybridifié, je ne sais pas comment dire, Ouais. en y ajoutant d'autres codes qui étaient effectivement voilà, ceux du jeu, ceux de la fiction. Enfin, ils ont ajouté des twists, effectivement. Mais c'est vrai que le format qui, en gros, a vraiment fait émerger le genre du factual entertainment en France, c'est le dîner presque parfait. Enfin, c'est celui qui a bouleversé les codes de narration de la télévision. Et à la M6 en plus, donc avec des coûts assez bas. Et voilà, au début, c'était presque, les gens s'en moquaient presque. On disait, mais attends, on filmait les gens dans leurs toilettes. Enfin, c'était quand même particulier quand même. Je crois que dans la version anglaise, c'est pas dans la voiture. Il me Si. semble que c'est dans Come Dine With Me, ouais. Voilà, bah, finalement, la version française, on a, on a innové. C'était intéressant parce qu'il y avait des éléments de feuilleton, parce que voilà, bah, vous allez retrouver les mêmes personnages tout au long de la semaine, et ça, c'est plutôt un code de fiction, donc on va s'attacher à eux. Comme bah, voilà, on a ses préférés, on a ceux qu'on veut voir perdre, on a ceux qu'on veut voir gagner. Effectivement, on va aborder cette question justement de la programmation parmi nos questions qu'on va tout de suite entamer après ces constats liés au genre. Et je te propose tout de suite de passer peut-être à notre première question sur justement tes créations très particulières chez Coyote, création et adaptation. Toi, tu as connu les deux et en fait, c'est vrai que c'est une vraie chance de t'avoir pour ça aussi. C'est-à-dire que sur ce genre en particulier, tu as en tête les deux dynamiques. Et la première, peut-être, si on s'intéresse à l'adaptation, on peut avoir en tête évidemment Bienvenue chez nous ou encore Tattoo Cover. Ce sont pour les deux des formats britanniques, anglais. Et alors la question est très simple, est-ce qu'on fait un factual à l'anglaise comme on fait un factual à la française? Bah, en fait, je vais te dire oui et non. Ouais. Mais non, enfin, je pense que ce qui compte et ce qui a été très important pour nous, donc, il y a eu plusieurs facteurs qui nous ont permis de vendre Bienvenue chez nous, déjà, de le vendre et ensuite d'en faire un succès. Donc voilà, déjà, c'était effectivement un format fort et qui avait déjà fait ses preuves aussi en Angleterre et qui est toujours à l'antenne d'ailleurs, enfin, qui prouve quand même la solidité de la mécanique de ce format. Mais Pour une bête, c'est ça, hein, pour le titre. ça s'appelle For in a Bet, exactement. Mais ce qui est intéressant au tout début, et ça peut paraître aussi anecdotique, mais par exemple, quand on prend les droits de Bienvenue chez nous, donc de For in a Bet pour le territoire français, voilà, on sait que TF1 forcément s'intéresse à cette écriture qui fait les beaux jours d'M6, etc. Donc, on cherchait, nous, une idée qui pouvait venir concurrencer le dîner presque parfait. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, par exemple, dans les chaînes, donc on est en 2009-10, il n'y a pas d'unité dédiée au factual entertainment, en fait, parce que personne n'en fait, et c'est un genre qui, sur TF1 en 2009-10, n'existe pas. Donc, en fait, soit vous allez pitcher, donc on est allé, nous, on a présenté, en fait, Bienvenue chez nous, au magazine, parce qu'à l'époque, chez TF1, il y a soit du magazine, soit du jeu, soit du divertissement, soit du documentaire, soit de la télé-réalité. Mais la télé-réalité, à l'époque, c'est la télé-réalité, c'est le loft, mais enfin bon. Secret Story, par exemple. Secret Story, ouais. Donc et nous, c'est une nouvelle écriture et en fait, ils se renvoient un peu la balle parce qu'en fait, au sein de la chaîne, personne ne sait vraiment. Voilà, pour l'anecdote, voilà, ils ont recruté quelqu'un d'M6 quand ils ont voulu acheter Bienvenue chez nous parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un chez eux qui maîtrisait cette écriture-là parce qu'eux ne la connaissaient pas, quoi. Après, moi, je pense que Bienvenue chez nous, et la raison pour laquelle ça a marché en France, c'était qu'il y avait quand même un univers qui était celui des maisons d'hôtes, qui était un peu le rêve des Français d'ouvrir une maison d'hôtes. Enfin, il y avait quand même un sujet qui était aspirationnel, qui parlait aux gens. Après, c'était un programme dans lequel on allait découvrir la France. On allait découvrir la France et les différentes
alors, tradition régionale, on va dire, c'est-à-dire qu'on allait s'intéresser à la bouffe, aux accents, aux paysages, etc. Donc, ça, c'était intéressant. Et puis, on allait découvrir des candidats et leur stratégie pour gagner, effectivement, ça, c'était un autre point intéressant. Les gens allaient être là, critiquer comme dans le dîner presque parfait sur ce qu'ils ont de plus cher, leur intérieur, leur goût, leur déco, la cuisine. Donc, voilà, on savait qu'il y avait quelque chose qui correspondait à la réalité, en fait. Voilà, qui fait que quand on voyage, on note, quand on voyage avec Booking ou Airbnb, voilà, on va noter son hôte, on va noter. Donc, on savait que ce programme-là, il avait quand même des codes qui correspondaient à la réalité de ce que vivaient les gens et que du coup, il y aurait quand même une affinité pour aller voir. Après, il y a autre chose qui nous a vachement aidé et qui est assez marrant et assez extérieur à tout ça, qui est qu'il y avait Bienvenue chez les Ch'tis au cinéma, qui a rassemblé, je ne sais plus, 20 millions de téléspectateurs, et qui quand même racontait une espèce de choc des cultures entre un mec du Nord et un mec du Sud. Donc, c'est tout de suite quelque chose que nous, on a vachement mis en avant dans notre dossier de Bienvenue chez nous, en disant, en gros, et ça, ce n'est pas forcément ce qui se passe en Angleterre, mais nous, on l'a adapté comme ça en France. On a tenu, alors du coup c'était des complexités de production, mais à ce qu'au sein d'une même semaine, on ait un châtelain de Bordeaux, un mec du Nord, une famille de Marseille dans un masque. C'était extrêmement important pour nous et c'est quelque chose auquel on s'est tenu pendant des années et sur nos 1000 épisodes, qui était, il faut qu'il y ait une différence culturelle, il faut qu'il n'ait pas la même notion de l'accueil, il faut pas que il faut qu'il y en ait un dans un château, un dans une cabane en bois, en tout cas, il faut vraiment créer cette dynamique et qu'ils soient surpris par ce qu'ils vont découvrir chez l'autre et peut-être l'aimer ou pas, mais en tout cas, il faut créer ce culture choc. À l'inverse d'ailleurs d'un dîner presque parfait où en fait ils étaient dans la même ville ou quelque part c'était sur une dynamique inverse. Ça coûtait beaucoup moins cher, mais à l'époque on avait un peu plus de moyens, donc effectivement on a pu sillonner la France et garder nous l'importance de matcher comme ça des gens qui venaient des quatre coins de la France, quoi. Donc il n'y avait pas de scénario, mais il y avait quand même une mécanique qui encadrait de manière quand même extrêmement précise l'expérience des candidats, des candidats, des hôtes, etc., et qui créait des séquences fortes et qui étaient tout de suite identifiées par le téléspectateur. Voilà, la visite, l'inspection, les impressions, le repas, les activités, le coucher à deux dans le lit pour le débrief avant de dormir. Voilà, il y avait beaucoup de points de format. Voilà, nous, on l'a adapté. Là, ce que je vous raconte sur Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, c'est vraiment ce que je considère comme être dans une part d'adaptation. Bien sûr. Côté assez chauviniste, quand même. Puis, il y avait ce côté aussi important, je crois, qui était... qu'est-ce que je voulais vous dire dans l'adaptation? Oui, la finale. On a vraiment, nous, créé une finale très différente de ce qu'étaient les Anglais. Chez les Anglais, voilà, ça se passait à la fin de l'expérience. Voilà, on s'échangeait le rapport qualité-prix et point barre, comme dans le dîner presque parfait. Et ça faisait partie des demandes de TF1 de créer une vraie finale avec des enjeux différents. Donc, ça, c'était en termes de production, c'était assez lourd parce qu'en fait, les tournages de finale n'étaient pas faits dans la foulée, mais après que les uns les autres aient découvert ce que chacun pensait, etc. Donc, ça venait rajouter évidemment de la tension entre eux, etc., du suspense. Voilà, ça venait rajouter des enjeux, de se retrouver comme ça et de revivre en fait cette expérience quelques semaines plus tard. Alors du coup, ça, c'était pour l'adaptation, Bienvenue chez nous. Et pour ce qui est de la création, les nouveautés, quelque part, qui arrivent, alors je crois que ça n'a pas été encore diffusé, on est d'accord, Dating with Dogs. Non. Question basique, j'ai envie de dire, comment est née l'idée, en fait, alors je te laisse peut-être rappeler le concept, et puis peut-être nous dire comment c'est né en quelques mots, en quelques phrases, en tout cas, ce que tu peux nous dire dessus. Oui, bien sûr. Donc, Dating with Dogs, donc, c'est comme son nom l'indique, c'est une émission de dating, une émission de rencontre, dont on a eu l'idée la saison dernière, l'année dernière. En fait, on cherchait à faire un dating. On sait que le dating est un genre qui fonctionne bien et qui a une vraie appétence pour ce genre, que les chaînes en recherchent, que c'est un genre qui peut
qui peut se faire de manière, enfin en tout cas voilà, qui peut se faire de manière très télé-réalité, très divertissement, très doc. Enfin voilà, il y a plein de manières de le faire en plateau, à l'extérieur, etc. Et on s'est dit voilà, il faut qu'on trouve une clé d'entrée différente pour faire un dating, mais qui ne soit, enfin en tout cas c'était notre objectif, qui ne soit pas fake. Donc, et c'est en général la manière dont on réfléchit nos idées, c'est-à-dire on observe la manière dont les gens se comportent. Et en gros, on s'est dit, les gens quand même se rencontrent souvent grâce à leur chien. C'est un constat. Donc ça part quand même souvent d'un constat de la manière dont se comportent les Français, voilà. Et donc, Dating with Dogs, le principe, ce sont donc des célibataires, enfin, des gens en tout cas qui cherchent l'amour et qui souhaitent rencontrer quelqu'un avec lesquels ils vont évidemment avoir des affinités, mais qui vont aussi avoir des affinités avec leur animal de compagnie, parce que ce sont tous des gens qui sont assez attachés à leur animal de compagnie, et du coup, il y a une espèce de double enjeu qui est évidemment pour eux de trouver l'amour, mais aussi de trouver quelqu'un qui lui aussi est un animal de compagnie qui va être compatible avec le leur. Voilà. Et en fait, c'est vraiment parti d'un constat, oui, assez simple, en se disant, les gens se rencontrent en gros grâce à leur chien dans les parcs, et souvent l'animal de compagnie peut être un vecteur de rencontre et à la fois un moteur et un vecteur de rencontre, mais aussi parfois un frein aux rencontres amoureuses aussi. Donc c'est ça qui nous a amusés. On avait en tête aussi un peu ce cliché des 101 dalmatiens quand ils se rencontrent dans le parc et que c'est presque avant eux les deux chiens qui tombent amoureux avant que le couple du coup voilà, ça c'était quelque chose qui nous a amusés. Donc fort de ce constat-là, on s'est dit, OK, il y a une bonne idée, c'est top, etc. On a développé une mécanique. Donc, on s'est dit, il y a un truc marrant, on va essayer de créer l'espèce de Tinder des chiens, donc un Teen Dog, où on va se présenter par l'intermédiaire de son animal de compagnie. Donc, et puis voilà, et puis après, on a réfléchi, on va dire, aux séquences et à ce qui était important et quels étaient les codes inhérents au genre du dating et qu'on avait besoin et envie de retrouver là. Donc voilà, donc il y avait ce truc de la rencontre, de la surprise, de cette appli, le moment de la rencontre, les speed dating, le moment où ils vont vivre ensemble et apprendre à mieux se connaître, et puis la décision finale avec est-ce que ça va matcher ou pas. Donc voilà, on a travaillé cette mécanique, et puis en fait, il y a deux éléments très importants, effectivement, qui nous ont permis de vendre ce programme. Déjà, on s'est très vite dit que c'était une création qui avait une vocation internationale. On s'est dit, on n'est pas du tout le seul pays dans lequel le marché des animaux de compagnie est si important. Enfin, on s'est dit, vraiment, ce n'est pas du tout franco-français comme idée, c'est une idée assez universelle et on y voit un potentiel international. Donc, on est allé voir une société de distribution française à qui on a pitché l'idée. On n'avait pas encore d'intérêt de diffuseur. On avait un dossier très construit, une mécanique qui tenait la route, des points de format qu'on considérait forts, etc. Et donc, on est allé voir une boîte qui s'appelle Can't Stop Media, à laquelle on proposait régulièrement des créations, et ils ont un coup de cœur. C'était juste avant Noël, c'était le 20 décembre, on partait en vacances, le 2 janvier, on avait une offre sur notre bureau, ils nous ont dit on y croit, on pense qu'il y a des pays en Europe et dans le reste du monde qui seront intéressés par cette idée, on vous suit. Et donc, on a monté un partenariat de distribution direct avec eux. Et en parallèle, on a été démarcher les diffuseurs et on leur a évidemment parlé de ce potentiel international, et c'est ce qui a aidé à déclencher la vente auprès de TF1, parce que voilà, TF1 est intéressé financièrement à ces ventes internationales. Donc, TF1 est le premier pays qui commande l'émission, qui va diffuser le programme. Et du coup, donc on est vraiment partenaire avec TF1 sur cette idée et avec la boîte de distribution. Et puis, voilà, fort de ça, on l'espère. Enfin, là, il y a déjà une douzaine d'options sur le format qui ont été prises dans le cadre du MIP, là, il y a quelques semaines. Et effectivement, voilà, TF1, il trouve son compte parce que ils vont aussi être gagnants si jamais le format se fait à l'étranger. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses, oui, assez factuelles là dans ce développement-là. C'est voilà en tout cas un genre, un territoire qui est celui du dating, dont on sait qu'il y a une vraie appétence non seulement en France mais dans le monde entier.
une clé d'entrée un peu différente et nouvelle qui ne s'est pas faite encore pour le traiter. Après, alors une mécanique qui a clairement des points originaux et en même temps qui s'appuie sur une narration, parfois des codes plus classiques du dating. Voilà, on ne pas non plus complètement réinventer la roue. Et puis voilà, ce potentiel international qui, dès le début du processus, a été un vrai plus. Arnaud, je te laisse. Oui, tout à fait. Parce que je vois que le temps file, donc on va laisser un peu de temps pour que nos invités du jour puissent aussi poser leurs propres questions. Je te propose peut-être, Laetitia, qu'on fusionne un peu nos questions 2 et 3, ou je voulais plutôt revenir sur une question un peu plus production. Alors, même si tu as un profil plus direction artistique, je te propose peut-être comme question est-ce que tu peux nous parler par rapport à un jeu ou un divertissement, est-ce que dans le factual, il y a une préparation particulière, déjà dès l'écriture, mais aussi un peu ce qui va venir en production et en tournage, voilà, comment on se différencie une préparation d'un factual à une préparation d'un jeu ou d'un divertissement. Et ça permettra en transition d'aborder une question que Laïs a posée sur l'incarnation notamment. C'est plus lourd, c'est plus long, clairement. C'est plus long, pour vous donner un peu une idée des bienvenus, mais par exemple, pour produire une semaine de bienvenue chez nous, entre même la fin des tournages et la diffusion, il y avait 10 semaines. Donc, okay. En fait, il y a beaucoup de prépa. Le tournage était assez court, il se passait en temps réel, une journée, une nuit, mais il y avait énormément de préparation. Et le nerf de la guerre du factuel, c'est le casting. On ne va pas se mentir. Il y avait jusqu'à, parfois, chez Coyote, une vingtaine ou une trentaine de casteurs. Donc c'est un genre, que ce soit le factuel ou le factuel entertainment, qui nécessite beaucoup de travail en amont et notamment du travail de casting, et j'allais dire principalement du travail de casting. En tout cas, parce que bienvenue chez nous, voilà, une fois que la mécanique, elle n'a pas changé quasiment pendant 10 ans. Donc, en revanche, ce qui la nourrissait, ce qui la rendait différente, toujours attrayante, etc., c'était les nouveaux candidats. Donc, je dirais vraiment l'importance du casting. On avait aussi cette exigence, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des profils extrêmement variés et de ne pas mettre un châtelain face à un châtelain ou un mec qui a un chalet avec un autre chalet. En tout cas, on essayait de garder une diversité aussi d'âge, par exemple, d'avoir des candidats de 30, de 50, de 60. Donc, vraiment, encore une fois, nerf de la guerre, le casting. Après, forcément, quand vous tournez un jeu, vous en tournez 4 ou 5 par jour. Quand vous tournez un Bienvenue chez nous, voilà, vous en tournez une en une semaine, quoi. Après, on en tournait plusieurs en parallèle, mais en tout cas, il y a quelque chose d'incompressible parce que c'est la réalité. Et donc, on s'adapte. Je pourrais revenir là-dessus aussi, par exemple, sur Tattoo Cover aussi. Tattoo Cover, c'est long à tourner parce qu'un tatouage, c'est 4 heures. Donc, en fait, le matin, on fait les rendez-vous avec les tatoueurs au sein du shop. Mais après, il y a un temps incompressible, alors qui est raconté en quelques minutes dans l'épisode, mais qui prend des heures, en fait. Donc, c'est un processus de tournage, en tout cas de prépa, de tournage et ensuite de montage qui est extrêmement long. Voilà. Donc, d'une série à l'autre, ou par exemple sur Animaux adoptés, etc., d'une série à une autre, oui, il y a plusieurs mois. Alors qu'un jeu, à l'époque, quand on produisait Une famille en or, on en tournait 6 par jour. Voilà, on en tournait 6 par jour, vous enchaînez une session de 10 jours de tournage, vous immobilisez des équipes de tournage, des équipes techniques et un plateau pendant 10 ou 15 jours, mais en 10 ou 15 jours, vous mettez plusieurs mois d'une émission en boîte. Bienvenue chez nous, ou même Tattoo, ou le factuel, en tout cas, c'est très différent. C'est très différent. Ce sont des temps beaucoup plus longs et des équipes, du coup, c'est beaucoup plus cher parce que ce sont des équipes que vous. Voilà, comme je vous le disais, pour un jeu, en 10 jours, vous en mettez 50 en boîte. Et puis, une fois que c'est terminé, il y a une grande partie de l'équipe que vous ne payez plus. Quand vous faites du factuel, vos équipes de tournage, votre rédacteur en chef, producteur, journaliste, etc., voilà, c'est des équipes que vous gardez pendant des mois.
On parlait de la force du casting parmi les codes et les éléments un peu clés du factual entertainment. Est-ce qu'il y a, d'après toi, d'autres fondamentaux, que ce soit esthétique, mécanique, voire d'incarnation, mais pas dans le sens de casting, mais incarnation dans le sens du fil conducteur, on va dire, voilà, typiquement un animateur, par exemple. Là, ici, effectivement, il y a quelques images de type d'animation possible. C'est vrai, en général, dans les jeux, on a souvent en tête cet animateur qui va être, on va dire, chef d'orchestre. C'est un peu la même dans les émissions de variété. Est-ce que justement le factual n'ouvre pas des voies à différentes manières d'avoir un fil conducteur, la voix off qui est beaucoup présente. Là, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a effectivement, tu en parlais d'ailleurs, des experts, mais à différents titres et différentes nuances. Est-ce que ça ouvre, et toi-même, vous avez peut-être eu des réflexions là-dessus sur la manière d'amener et qui fait le lien entre le téléspectateur et justement les candidats quand ils sont candidats ou autres. C'était une volonté dans Bienvenue, en tout cas au début, qu'il n'y ait pas d'incarnation, parce que la star du programme, c'était les candidats. Et c'était important pour nous. On va dire les deux stars du candidat, c'était voilà, la mécanique, c'était le format et les propriétaires de chambres d'hôtes. Donc, c'était très important pour nous. Et puis en plus, tout bêtement aussi, parce qu'évidemment, la question de l'incarnation s'est posée plusieurs fois. On a réfléchi, c'est un format qui a énormément évolué en 10 ans. On en a fait des spin-offs, on a fait des campings, on a fait des hôtels, bref, on a fait des choses très différentes. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de personnalité non plus très légitime qui parle aux téléspectateurs dans le monde de l'hôtellerie. C'était aussi quelque chose, il n'y avait pas vraiment d'évidence. Du coup, c'est une espèce de voix off un peu sympathique avec une personnalité quand même. J'ai l'impression que c'est assez nouveau aussi, la voix off qui n'est pas toujours neutre avec des petites remarques, qui a quand même de la couleur. J'ai l'impression que c'est né avec un dîner presque parfait. Et je le retrouve, moi j'ai en tête là typiquement la voix de Bienvenue chez nous qui a une identité quand même. Oui, mais c'est une identité. Alors pour moi, c'est un des ingrédients de l'entertainment, du divertissement. C'est-à-dire que je pense que c'est cette voix off qui apportait aussi une touche de divertissement. Qui était, on ne la voulait jamais moqueuse des candidats. Après, c'est des débats qu'on a beaucoup eu parce que parfois, souvent, on a souvent pensé que sur des programmes concurrents, ça allait un peu trop loin. Oui, j'ai en tête. Dans la moquerie des candidats, et nous, on ne voulait surtout pas aller là-dedans. Donc, on ne l'a jamais fait. Mais oui, c'est une touche de divertissement, clairement. Et après, oui, l'incarnation, après, c'est plus. M6 fait ça extrêmement bien et depuis des années, déjà avec Valérie Damido, ils ont fait émerger Christina Cordula, Plaza. C'est une touche que je considère très M6 et qui fonctionne super bien, mais on est dans autre chose parce qu'on est dans des experts. Des experts qui font un peu autorité dans ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Par exemple, nous, avec les tatoueurs, pour moi, c'est encore autre chose. C'est du factuel. Là, on a des personnalités fortes qui sont nos tatoueurs, qui incarnent, c'est un peu un phénomène de niche, mais en tout cas, voilà, qui sont des gens qui font un métier qu'on peut considérer comme un peu hors du commun, en tout cas un métier qui a des codes hyper forts. Et c'est encore une autre façon parce que, alors, ils sont experts dans leur domaine, bien sûr, mais c'est surtout, je mettrais plus en avant leur talent et leur personnalité que leur expertise. Évidemment, ils sont tous tatoueurs depuis, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ils sont très forts dans leur domaine, mais c'est avant tout, on les a choisis pour leur personnalité. Et puis, il y a cette dimension aussi de confident qu'on peut retrouver dans L'amour est dans le pré, par exemple, où j'ai en tête aussi, si on peut considérer que c'est du factual, Rendez-vous en terre inconnue, où en fait, l'incarnant, en général, il a cette dimension, on s'attache à lui parce qu'il y a un incarnant qui est bien présent, qui a aussi, qui fait une espèce de lien entre le lieu, l'endroit et le contexte. J'imagine qu'il y a aussi cette dimension-là qui rentre en compte. Je vois typiquement, tu le disais, M6 sont assez innovants. Enfin, c'est eux qui ont amené cette dimension de l'animateur expert. C'est vrai, en fait, quand on y pense, tu parlais de Super Nanny ou Wife Swipe, en fait, c'était un peu ça. En fait, aussi l'arrivée de ce personnage. Alors, pour le coup, là, c'est à la fois une incarnation et un personnage, c'est une dimension assez particulière. Oui, ils avaient cette façon M6 toujours de dire ça, c'est un peu bigger than life, quoi. C'est à la fois quelqu'un qui vous ressemble, et qui n'est pas une star, mais qui est
ouais, qui représente quand même quelque chose de plus grand que nous, quoi. Ouais. Il y a un savoir-faire, une expertise qu'on n'a pas forcément, mais en même temps, qui est quelqu'un issu de la société civile, qui est, je sais pas, il n'y a pas, ce sont devenus des stars, mais au départ, elles ne l'étaient pas. Eh bien, du coup, passons peut-être je vois qu'il est, il est 54. Ouais, Arnaud, ce que je te propose peut-être, Laïs, c'est qu'on donne peut-être la parole aux invités. Puis si jamais il n'y avait pas de questions, peut-être qu'on pourra aborder cette dernière, mais je voulais qu'on laisse du temps peut-être pour nos invités si jamais il y avait des questions sur la thématique abordée aujourd'hui concernant le factual. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce qui a été dit? Est-ce que ça a soulevé des interrogations, des questionnements sur ce genre si particulier? Henri. Bonjour Laetitia. Bonjour Henri. Bon, d'abord, je te reprécise, parce qu'on ne s'est pas souvent vu. Bienvenue chez nous, ça a été ma vie pendant 4 ans et ça a été absolument extraordinaire. Et félicitations pour les succès. Moi, je voulais revenir sur un petit accident de First Date, qui était une émission de dating que vous avez produit. Tout à fait. Et je voulais un peu connaître, toi, qu'est-ce qui n'a pas été avec ce programme, diffusé donc sur TF1, en access, sur du dating. Alors moi, j'ai une analyse hyper simple de l'échec. C'est que c'est un programme qui nous a séduits quand on a repéré la version anglaise par son authenticité. Et c'était pour moi la clé du programme. Et on a fait quelque chose de fake. Voilà. Enfin, qui avait l'air, alors, qui ne l'était pas, mais qui dans sa... Enfin, et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas que c'est parce que ça a été mal produit, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, si je dois, avec le recul aujourd'hui, me dire qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est que je pense que l'authenticité, c'était vraiment le maître mot, c'est-à-dire que quand vous voyez les épisodes et l'émission anglaise, il y avait vraiment, on avait l'impression d'être une petite souris dans un resto lors d'un vrai date. Tout était vrai, enfin, c'était un décor naturel, c'était un vrai restaurant, des vrais serveurs. Il y avait une vraie vie autour, enfin, et on avait vraiment l'impression d'être embarqué comme ça dans cette première rencontre avec tout ce que ça peut susciter de malaise, parfois d'engouement ou de déception. Enfin, voilà, enfin, je crois que je ne peux pas dire... Enfin, vraiment quelque chose d'extrêmement, excessivement naturel dans tous ces codes. Et que, est-ce que c'est une question de moyens, est-ce que c'est une question de case, est-ce que c'est une question du travail qu'on a fait moi, je pense qu'il n'y a pas eu assez de travail de développement fait avec la chaîne aussi. Enfin, qu'on est rentré en prod assez vite. Enfin, on a mis très, 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 très longtemps à convaincre les diffuseurs. Tout le monde était intéressé. On a discuté des années avec M6, avec TF1, puis encore avec M6, puis machin, enfin bref. Et puis finalement, on l'a fait pour une case qui était une case de factuel, enfin, qui était une case très mécanisée, puisque c'était la case des mariages, ménagère, mais très mécanisée. Et du coup, il y a eu aussi cette volonté, je crois, d'être un peu dans des codes de garder cette narration assez mécanisée. Et du coup, pour moi, on a perdu, du coup, voilà, l'authenticité du programme qui en faisait, à mon avis, sa saveur. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part de personnes présentes pour Laetitia? Oui, moi j'ai une question. Oui. Bonjour Laetitia. Moi j'avais une question, mais je voyais que c'était l'objet du chapitre suivant. C'était plutôt quelle était la demande des plateformes. Est-ce que c'est un genre vraiment lié à la TV linéaire ou est-ce qu'il y a une demande ou est-ce qu'il y a une Alors, il y a une demande. Il y a une demande, mais avec vraiment là un aspect feuilletonnant hyper fort. Il faut vraiment... alors, faut d'une part, enfin en tout cas dans les briefs que j'ai, on a beaucoup discuté avec différentes plateformes de différents formats factuels. Et il faut vraiment qu'il y ait d'une part que ça raconte quelque chose de la société, enfin bon, alors même si on peut considérer que c'est plutôt de la télé-réalité, mais par exemple The Circle est considéré vraiment par les plateformes comme le format un peu voilà, phare parce qu'il vient surfer sur quelque chose de très réel, à savoir la version qu'on donne de soi sur les réseaux. Enfin, en tout cas, donc, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça, une idée très forte de départ et très liée
est très sociétal, en fait, même si c'est du divertissement. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est le vecteur de feuilleton. Enfin, il faut que ce soit comme une série de fiction. Ok. Et qu'il n'y a pas du tout, alors que, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais des versions bouclées ou feuilletonnantes. Par exemple, l'émission de dating, là, qu'on fait Dating with Doc, c'est bouclé. Les tatous, c'est bouclé. Après, c'est aussi une logique de chaîne, une logique de rediffusion, etc. Donc, on a des enjeux qui se bouclent au sein d'un même épisode. Les plateformes ne s'intéressent pas à ça. Elles ne veulent que des feuilletons et que des séries. Et en fait, c'est du factuel avec des codes de fiction vraiment très renforcés. Et est-ce que tu penses que les plateformes sont, au niveau, en tout cas, des candidats, sont plus partants pour des têtes connues que pour des quidem qui, à partir du moment où sont des bons personnages, fonctionnent bien en télé? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de garanties de notoriété derrière, ou tu penses que le format peut justifier la demande? Non, je pense qu'ils veulent... ils veulent, je dirais, comme Koh-Lanta, c'est-à-dire en fait des candidats très forts qui deviennent des stars du programme, dont on va suivre l'évolution des personnages. En fait, non, ce qui est très important pour eux, c'est qu'on s'identifie aux personnes. Donc, autant dans le divertissement, comme chez Amazon avec LOL, etc., il y a une vraie, évidemment, volonté d'avoir un casting d'enfer de gens ultra connus, mais dans le factuel, non. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci Céline. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait une dernière question potentielle, histoire de frustrer personne? Visiblement non. Bon, très bien. Du coup, je te laisse la parole, Arnaud, sur les dynamiques des outils que nous, on vous propose à la Fabrique aussi. C'est tout à fait. Donc, sur les prochains rendez-vous que l'on propose, donc en termes de formation. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de formation factuelle, mais c'est peut-être une piste à ouvrir, parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment des enjeux propres et des particularités très définies sur ce genre, et qu'on ne peut pas forcément avoir une formation très transversale et générique sur comment vraiment écrire, conceptualiser, produire et diffuser un factuel. Donc, il y a vraiment des logiques propres à ce genre. Mais de notre côté, voilà, les prochains rendez-vous qu'on propose, donc c'est une formation donc scénariste de jeu qu'on programme à partir du 30 mai. Il y a 2 autres sessions qui arrivent aussi, c'est en septembre et en novembre, si jamais le créneau est trop serré pour vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc une formation sur le déploiement de sa pratique, de son éco-responsabilité dans sa pratique professionnelle dans le secteur audiovisuel. Si jamais vous aviez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, donc via nos adresses mail respectives à Laïs et moi, ou sinon par le mail contact de la Fabrique, contact@lafabriquedesformats.fr. Et voilà, j'en termine là-dessus. Merci Arnaud, et d'abord un grand merci à Laetitia vraiment pour s'être prêtée à ce jeu du Talk Format, notre Talk Format 3. C'est vraiment un plaisir de t'avoir eu pour ce 3e numéro. Je ne sais pas si tu avais des éléments de conclusion pour ce talk, ou s'il y avait des dernières questions. Mais en tout cas, je vous remercie également tous. Petit temps, si jamais vous aviez des dernières questions. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain numéro de Talk Format. On essaye de faire ça chaque mois, donc on vous envoie rapidement les informations sur le prochain thème. Et d'ici là, à très vite par nos mails respectifs, comme disait Arnaud, et les différentes infos. Merci à tous. Merci encore, Laetitia. Merci à tous. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, la Fabrique. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.